Lettre de démission du PCF d'Aimé Césaire à Maurice Thorez, le 24 octobre 1956. Aimé Césaire, député de la Martinique, à Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste français. Maurice Thorez. Il me serait facile d'articuler tant à l'égard du Parti communiste français qu'à l'égard du communisme international tel qu'il est patronné par l'Union soviétique, une longue liste de griefs ou de désaccords. La moisson a été particulièrement riche ces derniers temps et les révélations de Khrouchtchev sur Staline sont telles qu'elles ont plongé, ou du moins je l'espère, tous ceux qui ont, à quelque degré que ce soit, participé à l'action communiste dans un abîme de stupeur, de douleur et de honte. Oui, c'est mort, c'est torturé, c'est supplicié. Ni les réhabilitations posthumes, ni les funérailles nationales, ni les discours officiels ne prévaudront contre eux. Ils ne sont pas ceux dont on conjure le spectre par quelques phrases mécaniques. Désormais, leur visage apparaît en filigrane dans la patte même du système, comme l'obsession de notre échec et de notre humiliation. Et bien entendu, ce n'est pas l'attitude du Parti communiste français telle qu'elle a été définie en son 14e congrès, attitude qui semble avant tout avoir été dictée par le dérisoire souci des dirigeants de ne pas perdre la face, qui aura permis de dissiper le malaise et obtenu que cesse de s'ulcérer et de saigner au plus vif de nos consciences une blessure. Les faits sont là, massifs, je cite pêle-mêle. Les précisions données par Khrouchtchev sur les méthodes de Staline, la vraie nature des rapports entre le pouvoir de l'État et la classe ouvrière dans trop de démocratie populaire, rapports qui nous font croire à l'existence dans ces pays d'un véritable capitalisme d'État, exploitant la classe ouvrière de manière pas très différente de la manière dont on en use avec la classe ouvrière dans les pays capitalistes. La conception généralement admise dans les partis communistes de type stalinien des relations entre État et partis frères témoigne le tombereau d'injures déversées pendant 5 ans sur la Yougoslavie, coupable d'avoir affirmé sa volonté d'indépendance. Le manque de signes positifs indiquant la volonté du Parti communiste russe et de l'État soviétique d'accorder leur indépendance aux autres partis communistes et aux autres États socialistes, ou alors le manque de hâte des partis non russes et singulièrement du Parti communiste français à s'emparer de cette offre et à affirmer leur indépendance à l'égard de la Russie. Tout cela nous autorise à dire que, exception faite pour la Yougoslavie, dans de nombreux pays d'Europe et au nom du socialisme, des bureaucraties coupées du peuple, des bureaucraties usurpatrices, et dont il est maintenant prouvé qu'il n'y a rien à attendre, ont réussi la piteuse merveille de transformer en cauchemar ce que l'humanité a pendant longtemps caressé comme un rêve. Le socialisme. Quant au Parti communiste français, on n'a pas pu ne pas être frappé par sa répugnance à s'engager dans les voies de la déstalinisation, sa mauvaise volonté à condamner Staline et les méthodes qui l'ont conduit au crime, son inaltérable satisfaction de soi, son refus de renoncer pour sa part, en ce qui le concerne, aux méthodes antidémocratiques chères à Staline. Bref, par tout cela qui nous autorise à parler d'un stalinisme français qui a la vie plus dure que Staline lui-même et qui, on peut le conjecturer, aurait produit en France les mêmes catastrophiques effets qu'en Russie, si le hasard avait permis qu'en France, il s'installât au pouvoir. Ici, commentaire à notre déception. Il est très vrai de dire qu'au lendemain du rapport Khrouchtchev, nous avons tressailli d'espérance. On attendait du Parti communiste français une autocritique probe,
une désolidarisation avec le crime qui le disculpa. Pas un reniement, mais un nouveau et solennel départ. Quelque chose comme le Parti communiste fondé une seconde fois. Au lieu qu'au Havre, nous n'avons vu qu'entêtement dans l'erreur, persévérance dans le mensonge, absurde prétention de ne s'être jamais trompé, bref, chez des pontifes plus que jamais pontifiants, une incapacité sénile à se déprendre de soi-même pour se hausser au niveau de l'événement et toutes les ruses puériles d'un orgueil sacerdotal aux abois. Quoi? Tous les partis communistes bougent. Italie, Pologne, Hongrie, Chine. Et le parti français, au milieu du tourbillon général, se contemple lui-même et se dit satisfait. Jamais je n'ai eu autant conscience d'un tel retard historique affligeant un grand peuple. Mais, quelque grave que soit ce grief, et à lui seul très suffisant, car faillite d'un idéal et illustration pathétique de l'échec de toute une génération, je veux ajouter un certain nombre de considérations se rapportant à ma qualité d'homme de couleur. Disons d'un mot, qu'à la lumière des événements et réflexions faites sur les pratiques honteuses de l'antisémitisme qui ont eu cours et continuent encore, semble-t-il, à avoir cours dans les pays qui se réclament du socialisme. J'ai acquis la conviction que nos voies et celles du communisme, telles qu'il est mis en pratique, ne se confondent pas purement et simplement, qu'elles ne peuvent pas se confondre purement et simplement. Un fait à mes yeux capital est celui-ci, que nous, hommes de couleur, en ce moment précis de l'évolution historique, avons dans notre conscience pris possession de tout le champ de notre singularité et que nous sommes prêts à assumer sur tous les plans et dans tous les domaines les responsabilités qui découlent de cette prise de conscience. Singularité de notre situation dans le monde qui ne se confond avec nul autre. Singularité de nos problèmes qui ne se ramènent à nul autre problème. Singularité de notre histoire coupée de terribles avatars qui n'appartiennent qu'à elle. Singularité de notre culture que nous voulons vivre de manière de plus en plus réelle. Qu'en résulte-t-il sinon que nos voies vers l'avenir, je dis toutes nos voies, la voie politique comme la voie culturelle, ne sont pas toutes faites, qu'elles sont à découvrir et que les soins de cette découverte ne regardent que nous. C'est assez dire que nous sommes convaincus que nos questions, ou si l'on veut la question coloniale, ne peut pas être traitée comme une partie d'un ensemble plus important, une partie sur laquelle d'autres pourront transiger ou passer tel compromis qu'il leur semblera juste de passer en égard à une situation générale qu'ils auront seuls à apprécier. Ici, il est clair que je fais allusion au vote du Parti communiste français sur l'Algérie, vote par lequel le parti a accordé au gouvernement Guy Mollet-Lacoste les pleins pouvoirs pour sa politique en Afrique du Nord, éventualité dont nous n'avons aucune garantie qu'elle ne puisse se renouveler. En tout cas, il est constant que notre lutte, la lutte des peuples coloniaux contre le colonialisme, la lutte des peuples de couleur contre le racisme est beaucoup plus complexe, que dis-je, d'une toute autre nature que la lutte de l'ouvrier français contre le capitalisme français et ne saurait en aucune manière être considérée comme une partie, un fragment de cette lutte. Je me suis souvent posé la question de savoir si dans des sociétés comme les nôtres, rurales comme elles sont, les sociétés de paysannerie, où la classe ouvrière est infirme et où par contre les classes moyennes ont une importance politique sans rapport avec leur importance numérique réelle, les conditions politiques et sociales permettaient dans le contexte actuel une action efficace d'organisations communistes agissant isolément, à plus forte raison d'organisations communistes fédérées ou inféodées au Parti communiste de la métropole. Et si, au lieu de rejeter a priori et au nom d'une idéologie exclusive, des hommes pourtant honnêtes et foncièrement anticolonialistes, il n'y avait pas plutôt lieu de rechercher une forme d'organisation aussi large et souple que possible.
une forme d'organisation susceptible de donner élan au plus grand nombre plutôt qu'à caporaliser un petit nombre. Une forme d'organisation où les marxistes seraient non pas noyés, mais où ils joueraient leur rôle de levain, d'inspirateur, d'orienteur, et non celui qu'à présent ils jouent objectivement de diviseur des forces populaires. L'impasse où nous sommes aujourd'hui, aux Antilles, malgré nos succès électoraux, me paraît trancher la question. J'opte pour le plus large contre le plus étroit, pour le mouvement qui nous met au coude à coude avec les autres et contre celui qui nous laisse entre nous, pour celui qui rassemble les énergies contre celui qui les divise en chapelles, en sectes, en églises, pour celui qui libère l'énergie créatrice des masses contre celui qui la canalise et finalement la stérilise. En Europe, l'unité des forces de gauche est à l'ordre du jour. Les morceaux disjoints du mouvement progressiste tendent à se ressouder et nul doute que ce mouvement d'unité deviendrait irrésistible si du côté des partis communistes staliniens, on se décidait à jeter par-dessus bord tout l'impedimenta des préjugés, des habitudes et des méthodes héritées de Staline. Nul doute que dans ce cas, toute raison, mieux tout prétexte de bouder l'unité serait enlevé à ceux qui, dans les autres partis de gauche, ne veulent pas de l'unité, et que de ce fait, les adversaires de l'unité se trouveraient isolés et réduits à l'impuissance. Et alors, comment dans notre pays, où le plus souvent la division est artificielle, venue du dehors, branchée qu'elle est sur les divisions européennes, abusivement transplantées dans nos politiques locales, comment ne serions-nous pas décidés à sacrifier tout? Je dis tout le secondaire pour retrouver l'essentiel. Cette unité avec des frères, avec des camarades, qui est le rempart de notre force et le gage de notre confiance en l'avenir. D'ailleurs, ici, c'est la vie elle-même qui tranche. Voyez donc le grand souffle d'unité qui passe sur tous les pays noirs. Voyez comme ça et là se remaille le tissu rompu. C'est que l'expérience, une expérience durement acquise, nous a enseigné qu'il n'y a à notre disposition qu'une arme, une seule efficace, une seule non ébréchée, l'arme de l'unité, l'arme du rassemblement anticolonialiste de toutes les volontés, et que le temps de notre dispersion au gré du clivage des partis métropolitains est aussi le temps de notre faiblesse et de nos défaites. Pour ma part, je crois que les peuples noirs sont riches d'énergie, de passion, qu'il ne leur manque ni vigueur ni imagination, mais que ces forces ne peuvent que s'étioler dans des organisations qui ne leur sont pas propres, faites pour eux, faites par eux et adaptées à des fins que seuls peuvent déterminer. Ce n'est pas volonté de se battre seul et dédain de toute alliance. C'est volonté de ne pas confondre alliance et subordination, solidarité et démission. Or, c'est là très exactement de quoi nous menacent quelques-uns des défauts très apparents que nous constatons chez les membres du Parti communiste français. Leur assimilationnisme invétéré, leur chauvinisme inconscient, leur conviction passablement primaire qu'ils partagent avec les bourgeois européens de la supériorité omnilatérale de l'Occident, leur croyance que l'évolution telle qu'elle s'est opérée en Europe est la seule possible, la seule désirable, qu'elle est celle par laquelle le monde entier devra passer. Pour tout dire, leur croyance, rarement avouée, mais réelle, à la civilisation avec un grand C, au progrès avec un grand P, témoignent leur hostilité à ce qu'ils appellent, avec dédain, le relativisme culturel. Tout défaut qui, bien entendu, culmine dans l'agent littéraire qui, à propos de tout et de rien, dogmatise au nom du parti. Il faut dire en passant que les communistes français ont été à bonne école, celle de Staline. Et Staline est bel et bien celui qui a réintroduit dans la pensée socialiste la notion de peuples avancés et de peuples attardés.
Et s'il parle du devoir du peuple avancé, en l'espèce les grands Russes, d'aider les peuples arriérés à rattraper leur retard, je ne sache pas que le paternalisme colonialiste proclame une autre prétention. Dans le cas de Staline et de ses sectateurs, ce n'est peut-être pas de paternalisme qu'il s'agit, mais c'est à coup sûr de quelque chose qui lui ressemble à s'y méprendre. Inventons le mot, c'est du fraternalisme, car il s'agit bel et bien d'un frère, d'un grand frère qui, imbu de sa supériorité et sûr de son expérience, vous prend la main, d'une main, hélas, parfois rude, pour vous conduire sur la route où il sait se trouver la raison et le progrès. Or, c'est très exactement ce dont nous ne voulons pas, ce dont nous ne voulons plus. Nous voulons que nos sociétés s'élèvent à un degré supérieur de développement, mais d'elles-mêmes par croissance interne, par nécessité intérieure, par progrès organique, sans que rien d'extérieur vienne gauchir cette croissance ou l'altérer ou la compromettre. Dans ces conditions, on comprend que nous ne puissions donner à personne délégation pour penser pour nous, délégation pour chercher pour nous, que nous ne puissions désormais accepter que qui que ce soit, fût-ce le meilleur de nos amis, se porte fort pour nous. Si le but de toute politique progressiste est de rendre un jour leur liberté au peuple colonisé, au moins faut-il que l'action quotidienne des partis progressistes n'entre pas en contradiction avec la fin recherchée et ne détruise pas tous les jours les bases même, les bases organisationnelles comme les bases psychologiques de cette future liberté, lesquelles se ramènent à un seul postulat, le droit à l'initiative. Je crois en avoir assez dit pour faire comprendre que ce n'est ni le marxisme ni le communisme que je renie, que c'est l'usage que certains ont fait du marxisme et du communisme que je réprouve, que ce que je veux, c'est que marxisme et communisme soient mis au service des peuples noirs et non les peuples noirs au service du marxisme et du communisme. Que la doctrine et le mouvement soient faits pour les hommes, non les hommes pour la doctrine ou pour le mouvement. Et bien entendu, cela n'est pas valable pour les seuls communistes. Et si j'étais chrétien ou musulman, je dirais la même chose, qu'aucune doctrine ne vaut que repensée par nous, que repensée pour nous, que convertie à nous. Cela a l'air d'aller de soi, et pourtant, dans les faits, cela ne va pas de soi. Et c'est ici une véritable révolution copernicienne qu'il faut imposer, tant est enracinée en Europe, et dans tous les partis, et dans tous les domaines, de l'extrême droite à l'extrême gauche, l'habitude de faire pour nous, l'habitude de disposer pour nous, l'habitude de penser pour nous, bref, l'habitude de nous contester ce droit à l'initiative dont je parlais tout à l'heure, et qui est en définitive le droit à la personnalité. C'est sans doute là l'essentiel de l'affaire. Il existe un communisme chinois, sans très bien le connaître, j'ai à son égard un préjugé des plus favorables. J'attends de lui qu'il ne verse pas dans les monstrueuses erreurs qui ont défiguré le communisme européen. Mais il m'intéresserait aussi, et plus encore, de voir éclore et s'épanouir la variété africaine du communisme. Il nous proposerait sans doute des variantes utiles, précieuses, originales, et nos vieilles sagesses nuanceraient, j'en suis sûr, ou compléteraient bien des points de la doctrine. Mais je dis qu'il n'y aura jamais de variante africaine ou malgache ou antillaise du communisme, parce que le communisme français trouve plus commode de nous imposer la sienne, qu'il n'y aura jamais de communisme africain, malgache ou antillais, parce que le Parti communiste français pense ses devoirs envers les peuples coloniaux en termes de magistère à exercer et que l'anticolonialisme même des communistes français porte encore les stigmates de ce colonialisme qu'il combat. Ou encore, ce qui revient au même, qu'il n'y aura pas de communisme propre à chacun des pays coloniaux qui dépendent de la France,
tant que les bureaux de la rue Saint-Georges, les bureaux de la section coloniale du Parti communiste français, ce parfait pendant du ministère de la rue Oudinot, persisteront à penser à nos pays comme à terre de mission ou pays sous mandat. Pour revenir à notre propos, l'époque que nous vivons est sous le signe d'un double échec. L'un évident depuis longtemps, celui du capitalisme, mais aussi l'autre, celui effroyable, de ce que pendant trop longtemps nous avons pris pour du socialisme, ce qui n'était que du stalinisme. Le résultat est qu'à l'heure actuelle, le monde est dans l'impasse. Cela ne peut signifier qu'une chose, non pas qu'il n'y a pas de route pour en sortir, mais que l'heure est venue d'abandonner toutes les vieilles routes, celles qui ont mené à l'imposture, à la tyrannie et au crime. C'est assez dire que pour notre part, nous ne voulons plus nous contenter d'assister à la politique des autres, au piétinement des autres, aux combinaisons des autres, au rafistolage de conscience ou à la casuistique des autres. L'heure de nous-mêmes a sonné. Et ce que je viens de dire des nègres n'est pas valable que pour les nègres. Oui, tout peut être sauvé, tout. Même le pseudo-socialisme installé ça et là en Europe par Staline, à condition que l'initiative soit rendue au peuple, qui jusqu'ici n'ont fait que la subir, à condition que le pouvoir descende et s'enracine dans le peuple. Et je ne cache pas que la fermentation qui se produit à l'heure actuelle, en Pologne, par exemple, me remplit de joie et d'espoir. Ici, que l'on me permette de penser plus particulièrement à mon malheureux pays, la Martinique, j'y pense pour constater que le Parti communiste français est dans l'incapacité absolue de lui offrir une quelconque perspective qui soit autre chose qu'utopique, que le Parti communiste français ne s'est jamais soucié de lui en offrir, qu'il n'a jamais pensé à nous qu'en fonction d'une stratégie mondiale au demeurant déroutante. J'y pense pour constater que le communisme a achevé de lui passer autour du cou le nœud coulant de l'assimilation, que le communisme a achevé de l'isoler dans le bassin de la Caraïbe, qu'il a achevé de le plonger dans une manière de ghetto insulaire, qu'il a achevé de le couper des autres pays antillais, dont l'expérience pourrait lui être à la fois instructive et fructueuse, car ils ont les mêmes problèmes que nous, et leur évolution démocratique est impétueuse, que le communisme, enfin, a achevé de nous couper de l'Afrique noire, dont l'évolution se dessine désormais à contresens de la nôtre. Et pourtant, cette Afrique noire, la mère de notre culture et de notre civilisation antillaise, c'est d'elle que j'attends la régénération des Antilles, pas de l'Europe, qui ne peut que parfaire notre aliénation, mais de l'Afrique, qui seule peut revitaliser et repersonnaliser les Antilles. Je sais bien, on nous offre en échange la solidarité avec le peuple français, avec le prolétariat français, et à travers le communisme, avec les prolétariats mondiaux. Je ne nie pas ces réalités, mais je ne veux pas ériger ces solidarités en métaphysique. Il n'y a pas d'alliés de droit divin, il y a des alliés que nous impose le lieu, le moment et la nature des choses. Et si l'alliance avec le prolétariat français est exclusive, si elle tend à nous faire oublier ou contrarier d'autres alliances nécessaires et naturelles, légitimes et fécondantes, si le communisme saccage nos amitiés les plus vivifiantes, celles qui nous unissent à l'Afrique, alors je dis que le communisme nous a rendu un bien mauvais service en nous faisant troquer la fraternité vivante contre ce qui risque d'apparaître comme la plus froide des abstractions. Je préviens une objection, provincialisme. Non pas, je ne m'enterre pas dans un particularisme étroit, mais je ne veux pas non plus me perdre dans un universalisme décharné. Il y a deux manières de se perdre, par ségrégation murée dans le particulier ou par dilution dans l'universel. Ma conception de l'universel est celle d'un universel riche de tout le particulier, riche de tous les particuliers, approfondissement et coexistence de tous les particuliers. Alors, il nous faudra avoir la patience de reprendre l'ouvrage, la force de refaire ce qui a été défait,
la force d'inventer au lieu de suivre, la force d'inventer notre route et de la débarrasser des formes toutes faites, des formes pétrifiées qui l'obstruent. En bref, nous considérons désormais comme notre devoir de conjuguer nos efforts à ceux de tous les hommes, épris de justice et de vérité, pour bâtir des organisations susceptibles d'aider de manière probe et efficace les peuples noirs dans leur lutte pour aujourd'hui et pour demain. Lutte pour la justice, lutte pour la culture, lutte pour la dignité et la liberté, des organisations capables, en un mot, de les préparer dans tous les domaines à assumer de manière autonome les lourdes responsabilités que l'histoire, en ce moment même, fait peser si lourdement sur leurs épaules. Dans ces conditions, je vous prie de recevoir ma démission de membre du Parti communiste français. Aimé Césaire, Paris, le 24 octobre 1956.